doctorat en sciences, qui sera présenté par M. Bouzoura Mansour, dont le titre c'est Influence des déchets industriels, fibres métalliques et boue sur le comportement des bétons et mortiers. Devant le jury composé de messieurs professeur Tahakourt Abdelkader de l'université de Béjaïa, qui est examinateur, monsieur le professeur Moussa Seb Abdelkarim, aussi de l'université de Béjaïa, qui est aussi examinateur, monsieur le professeur Kadri Mohamed de l'université de Boumerdas, et le maître de conférence, le docteur monsieur Jebali de l'université de Tizi Ouzou, qui est examinateur, monsieur Bouafia, professeur Bouafia, professeur de l'université de Tizi Ouzou, et moi-même comme président. Donc, monsieur Bouzoura, vous avez 35 à 40 minutes pour présenter votre travail. Merci, Monsieur le Président. Donc, messieurs les jurés, honorable assistance, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un résumé de mes travaux de recherche qui s'inscrivent dans le cadre d'obtention du diplôme docteur en sciences. Donc, dans le thème influence des déchets industriels, fibres métalliques et boue sur le comportement des bétons armés. Donc, cette thèse est encadrée par professeur Bouafia, affilié au laboratoire à la MOMS, faculté de la construction de l'université de Moulouman, Tizi Ouzou. Donc, notre thèse s'inscrit dans le cadre de la valorisation des déchets industriels dans les matériaux cimentaires. Donc, nos objectifs à travers cette recherche ou cette thèse, c'est en premier lieu de voir la possibilité du recyclage des copeaux comme renfort pour les matériaux cimentaires, les copeaux récupérés de la Société nationale des véhicules industriels. Deuxième point, c'est de voir la possibilité d'immobilisation des polluants inorganiques riches en métaux lourds dans un procédé stabilisation-solidification à base d'un liant hydraulique, le ciment en général, donc par la méthode de confinement. Donc, à côté, donc, à ma gauche, on trouve la boue d'hydroxyde récupérée dans l'unité de cutélérée de Bourg-Mlaïn, riche en métaux lourds, et à ma droite, donc, vous avez les fibres en poudre déchets SNVA sous forme de poudre. Donc, les objectifs. Le plan à suivre, c'est de réaliser un matériau stabilisé solidifié, soit un mortier renforcé par déchets BCR et fibres en poudre, un béton qu'on a appelé béton type 2, spécialement pour le SS, stabilisation solidification, et un autre type de béton armé de fibres longues. Donc, on l'a appelé béton type 1. Donc, le travail, il est structuré comme suit. Commençons par une introduction générale. Deuxième point, généralité sur les déchets. Troisième, mécanisme de rétention des métaux lourds ou des déchets polluants dans la matrice cimentaire, avec un protocole expérimental. Et à la fin, avant la fin, donc on a les résultats de discussion et une simulation de l'arrachement d'une fibre longue dans une matrice cimentaire, et on termine le travail par une conclusion finale. Donc, dans les débuts des années 90, la protection de l'environnement est devenue une préoccupation majeure des collectivités. Donc, différentes lois s'inscrivent dans ce cadre. Donc, ils fixent des objectifs à respecter pour gérer correctement les déchets, limiter le stockage définitif aux seuls déchets résiduels ultimes et valoriser les déchets dans le réemploi, donc le recyclage, ou réemployer les déchets dans un autre matériau. C'est dans ce contexte que s'ouvre la réflexion sur la recherche d'un nouveau matériau cimentaire capable de résoudre ces problèmes techniques et écologiques, protection de l'environnement. Donc,
Pour cela, on a trouvé un matériau qui s'appelle béton. Le béton, on lui additionne les copeaux de fibre, donne naissance à un nouveau matériau appelé béton de fibre. Ce béton de fibre est caractérisé par une bonne résistance à la traction, au choc, à la fatigue, et une diminution de retrait, et un très bon comportement ductile après la première fissuration. Donc il améliore la durabilité de l'élément. La sévérité de nombreuses normes d'acceptation des déchets ultimes dans un centre de stockage ou décharge a permis l'essor de procédés physico-chimiques. On a beaucoup de conditions pour admettre un déchet dans une décharge, donc il faut répondre à des normes qu'on va les voir. Donc c'est pour cela qu'on a pensé à créer un nouveau procédé qui va nous permettre de stocker ces déchets au lieu de les mettre dans une décharge. Donc, on passe par, il y a l'apparition de systèmes ou la technique de stabilisation solidification par un liant hydraulique. Notamment, généralement, on utilise le ciment. Pourquoi la stabilisation solidification? Ce procédé, il a des caractéristiques. Il y a un faible coût de réalisation et il présente une résistance mécanique élevée ainsi que un bon comportement à l'état durci. Donc, il y a, en plus de ce système stabilisation-solidification, on trouve aussi le choulage, la fixation physique et fixation chimique et à la fin la vitrification. Donc, tous ces procédés, le procédé stabilisation-solidification présente des meilleures caractéristiques. Et tout ça, tous ces procédés convergent vers un seul but, c'est le confinement des déchets dans une matrice sémentaire. En deuxième lieu, on va voir généralité sur les déchets. En général, les déchets, on trouve les déchets urbains, hospitaliers, inertes, industriels, inertes ou banals, et les déchets industriels spéciaux, c'est les déchets riches en métaux lourds, qui en contact avec l'eau il y a des perditions des métaux lourds qui peuvent affecter les nappes phréatiques. Le matériau sémentaire il est constitué généralement de ciment et l'eau. Le squelette granulaire sable-gravier constitue 3/4 du volume du béton. On additionne les additions sémentaires, on trouve la cendre volante, filaire, lithier, c'est pour améliorer les caractéristiques rhéologiques. Et on peut trouver aussi des additions comme les fibres organiques et inorganiques. Pour comprendre mieux le mécanisme de rétention des métaux lourds dans une matrice sémentaire, on a jugé utile de passer par la formation ou la fabrication des ciments. En général, on a un ciment composé de 80% de calcaire et 20% d'argile, SiO2 et Al2 O3. En plus, on s'intéresse beaucoup plus aux phases de cristallisation. Les phases cristallines d'un ciment, en général, il y a 4 phases. Ils sont montrés comme suit. C3S, C2S, C3A et C4AL. Donc, pendant l'hydratation du ciment, en contact avec l'eau, il y a le C3S et les silicats bicalciques et C2S. Avec l'eau se dissolvent, ils donnent la portlandite et le CSH. Les aluminates aussi, donc il y a une dissolution superficielle de C3A et du gypse. Ils donnent une précipitation d'hydringite à la surface des grains du clinker. Donc ils forment une couche à la surface des grains du clinker. Et à l'épuisement de la source des sulfates du calcium, le C3A résiduel réagit avec l'hydringite pour former des monosulfoaluminates du calcium. 3CKASH12. Fabrication des matériaux sémentaires. Le choix de la formulation d'un béton impose un compromis entre 3 objectifs. Une résistance visée différente à différents stades de maturation, une facilité de mise en œuvre définie par son ouvrabilité et une durabilité vis-à-vis des agressions physico-chimiques du milieu ambiant. La mise en œuvre des bétons de fibres renforcés de fibres diffère de la mise en œuvre d'un béton ordinaire.
ce type de matériaux, généralement, on utilise la méthode de baron-lesage initiée par le laboratoire LCPC de Paris. Donc, pour la composition de ces fibres métalliques, conduit à une composition totalement elle est différente de celle des béton courant. La composition obtenue elle est riche en pâte de ciment et en éléments fins pour une seule raison, c'est d'assurer la résistance, l'adhérence de ces fibres avec la matrice béton. Tout en sachant que ces fibres sont longues, ils ont une forme ondulée. Troisième point, c'est le mécanisme de rétention. On va expliquer comment se fait la rétention des polluants dans un matériau cimentaire. Pour comprendre mieux ce mécanisme, on doit utiliser des tests, ce qu'on appelle des tests de l'exhibition. On va tester l'élément une fois il est durci à l'intérieur de la matrice cimentaire. Est-ce qu'il va sortir ou pas? Est-ce qu'il va sortir à l'extérieur ou pas, soumis à des agressions chimiques, bien sûr. Donc ce phénomène, on doit l'expliquer. C'est quoi une exhibition? C'est un lessivage où c'est la migration des éléments vers les milieux extérieurs, de faible pression à une forte pression. Donc, en contact avec les milieux fluides. Le pouvoir lixiviant d'un milieu est proportionnel à son acidité vis-à-vis du matériel cimentaire. Quel que soit l'échantillon qu'on a soumis, la lixiviation dépend du fluide lixivié. C'est-à-dire, s'il a une forte attaque, donc on aura probablement une forte sortie d'éléments de métaux lourds vers l'extérieur. Maintenant, c'est quoi le mécanisme de l'exhibition? Donc, il y a plusieurs mécanismes de l'exhibition. Donc, on va expliquer comment se fait la l'exhibition. La dégradation des bétons par action d'un milieu fluide peut mettre en jeu trois phénomènes. Phénomène mécanique, c'est l'érosion du matériau. Phénomène physique, c'est la différence ou la force ionique, donc sous l'effet des gradients de concentration. Et le phénomène chimique, c'est lié à la variation de concentration qui donne la dissolution ou la précipitation. Les conséquences de l'attaque des eaux pures, sulfatées ou solutions acides peut conduire à une augmentation des pores ou l'augmentation de la porosité en général du matériau. Cette porosité ou cette augmentation de porosité, elle est due à la destruction des hydrates. Destruction des hydrates, ça veut dire qu'il y a la formation de l'hydrangite secondaire qui est nocif pour la durabilité des matériaux. Ici, on montre l'ordre de dégradation du matériau. Donc, on a la dissolution, après la dissolution de la portlandite, on a d'autres hydrates qui suivent, on a les aluminates calcium, monosulfate aluminate, calcium et l'hydrangite, jusqu'au CHH qui fait progressivement la dissolution. Donc, tout ça entraîne la formation de zones minéralogiques constantes, délimitées par front de dissolution. Donc, comme le montre, la dégradation progressive du matériau. Ici, un exemple de l'attaque des sulfates. Donc, on remarque un gonflement, pénétration des sulfates, un gonflement à l'intérieur de la matrice. À long terme, il donne la dégradation du matériau. La même chose pour l'attaque des acides avec les échanges ioniques. Donc, au fur et à mesure, on a toute une partie qui va se dégrader. Au cours de l'hydratation, dans un matériau, on a les espèces polluantes piégées dans un matériau. Ce piégeage, il va limiter la diffusion ou la mobilité dans le temps. Aussi, en plus du piégeage, ils peuvent réagir avec les phases de ciment. Ces matériaux, ces métaux lourds, ils peuvent réagir avec les phases de ciment pendant la réaction de l'hydratation. Cela donne la naissance à des phases complexes, moins solubles et immobiles. Le piégeage, il peut se faire par la précipitation, l'absorption, l'intégration dans les hydrates et le piégeage mécanique. La solidification et la stabilisation et solidification, c'est un procédé qui est adapté dans les années 50 pour les déchets nucléaires.
Dans les années 70, il est élargi aux déchets présentant des métaux lourds ou ultimes. Il s'avère que le procédé le plus adéquat qui conduit à l'immobilisation des espèces toxiques dangereuses. Donc à cet effet, ce procédé SS, l'abréviation SS, avec à base d'un liant hydraulique, généralement le ciment, a été appliqué largement aux déchets inorganiques, des déchets qui présentent des métaux lourds, contenant principalement dans les métaux lourds. Donc une fois que la stabilisation solidifique est faite, les blocs massifs construits, on va les injecter ou les déposer dans un endroit. Au lieu de déposer dans la décharge, on va les solidifier dans des blocs et on va les mettre dans un endroit où ils seront conservés. Alors pour les déposer, donc on doit répondre à plusieurs critères. La législation nous impose des critères. Ces critères, ils sont montrés comme suit. Donc pour les quelques métaux, donc si on prend le Pb et le nickel, le seuil limite c'est 50 mg. Il doit être inférieur à 50 mg par kilo. La même chose pour le cadmium, le chrome, chrome 6 par exemple, 5, le plus toxique. Donc il présente une toxication très importante, c'est pour cela qu'on a limité à 5 mg. Donc la résistance aussi, la résistance des blocs construits, ils doivent dépasser pour la compression 1 mégapascal, pour la traction 0,1 mégapascal. On peut conclure que les déchets en présence de l'eau nous donnent des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement, et ce, bien sûr, par la contamination des nappes phréatiques. Pour remédier à ce problème, donc il y a un procédé, on a adopté un procédé appelé stabilisation-solidification pour éliminer le problème créé par les déchets. Pour mener à terme cette étude, on a adopté un programme expérimental et dont on a caractérisé les matériaux. En premier lieu, propriété des matériaux à l'état durci. La résistance mécanique, compression et traction par flexion, et se fait selon la norme FE1 196.1. Le retrait et le gonflement se fait selon la norme FP 15 433. Les méthodes analytiques pour les solides. On trouve la TG, qui est, l'objectif, c'est la détermination de la quantité des phases formées lors de l'hydratation et le degré d'hydratation. Le MEB-DX et les micro-analyses X, couplées à un microscope électronique à balayage, il détermine la topographie et la morphologie des échantillons. La diffraction au rayon X, elle détermine ou elle permet d'étudier les principales phases minérales cristallisées, et l'infrarouge, la transformée de Fourier, via les vibrations, on peut effectuer une analyse des fonctions chimiques présentes dans les matériaux ou les phases amorphes. Les méthodes d'analyse de solutions, c'est la spectrophotométrie d'absorption atomique à flamme. Elle permet la détermination des concentrations des espèces suivies. Lors des CTLM, on récupère les liquides, les exciviers, on les soumet à cet essai pour déterminer les concentrations de chaque élément, nickel ou le Pb et le chrome. Pour effectuer la SAF, on doit effectuer le test de l'exhibition. Donc, on a deux tests de l'exhibition, TCLP, TLM, comme le montre sur la figure. C'est un test qui évalue et estime la quantité des métaux lourds dans un déchet ou dans un déchet quelconque. Et le TLM, c'est un test, il fait l'analyse de l'exhibition, il détermine la dynamique de relargage des métaux lourds. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon? C'est bon. Non. Voilà, donc il détermine la dynamique de relargage des métaux lourds. Donc, comme le montre la figure, on a soumis l'élément à un essai, ça c'est le SS, stabilisé solidifié, à un essai de TLM
c'est un essai, rappelons, qui dure 64 jours. Et en réalité, il reflète 96 ans de relargage en pratique. Caractérisation des matériaux, résultat. Donc, d'après les examens DRX et le DAX, ainsi que la TCLP, et il s'est avéré que le déchet qu'on a, il est déchet toxique, donc il présente des éléments des métaux lourds, notamment le nickel, le chrome, le Pb, avec une grande quantité, ce qui est confirmé par l'analyse, le DAX. Le DAX aussi, on remarque, il y a deux zones de blanchâtre et grisâtre, ce qui renseigne sur la présence des métaux lourds en grande quantité. Les résultats de l'examen de TCLP nous a révélé que ce déchet présente une quantité de 622,3 mg par litre et 289,9 pour le Pb, ce qui est largement dépassé par rapport à la norme. La norme nous exige 50, ici on a trouvé 632, ce qui montre que c'est un déchet toxique, nécessite la stabilisation. Les fibres en poudre, la même chose, donc c'est des fibres sous forme de poudre. Les mêmes examens révèlent que c'est un déchet qui présente l'élément fer en grande quantité, parce que c'est un déchet issu de la fabrication des pièces mécaniques. Pour les fibres longues, un test d'arrachement a été effectué au laboratoire LM2S au niveau à l'AMOMS de l'Université Mouloud de Mamri. Donc une série de tests a été effectuée. L'arrachement, ça c'est un essai après l'arrachement, ça avant l'arrêt turbulent, pardon. Et une série de 3 essais a été effectuée et une moyenne de résistance a été déterminée qui est égale à 195 mégapascales. Les matériaux utilisés pour le ciment, on a utilisé 2 types de ciment, donc les caractéristiques physico-chimiques montrées sur le tableau suivant. Le sable normalisé a été utilisé pour la réalisation des mortiers, ainsi que les graviers sable de carrière utilisés pour la réalisation de béton 1 et 2. Pour les formulations, donc on a suivi la méthode de Regoris. C'est une méthode très simple à suivre, donc elle peut donner, elle est simplifiée, elle peut donner les caractéristiques, elle donne les caractéristiques suivantes. Pour les bétons, les quantités utilisées sont les mêmes. Pour le béton 1, avec un dosage de fibres allant de 0,8 jusqu'à 0,2, jusqu'à 0,8%. Donc ici, il y a une remarque à soulever. Donc pour les bétons, les mortiers utilisés et les bétons, on a utilisé l'eau déminéralisée. Ça veut dire c'est l'eau qui ne présente aucun élément, aucune trace. C'est pour bien étudier le relargage. Deuxième point, la formulation des bétons SS, stabilisés solidifiés, il y a la 815 et la 1525, différent de celle de béton type 1, 3,8 et 8,15, pour une seule raison que les fibres longues jouent un rôle d'un gros granulat. Donc c'est pour cela qu'on a raffiné un petit peu la composition du béton type 1. En plus, la présence des adjuvants dans le type 1 favorise la fluidité du béton. Et l'absence des adjuvants dans le béton type 2, elle est volontaire, c'est pour ne pas rentrer dans, ou que les adjuvants, on va pas donner, on peut pas donner une explication du relargage si on a des adjuvants qui ont une composition chimique différente. Donc c'est pour éviter cette interférence-là. Alors pour cela, donc les éprouvettes réalisées pour les CTLM, on a des 4-4 cubiques pour les mortiers et 10-10-10 pour les bétons. L'essai de gonflement de 4-4-16 pour les mortiers et 7-7-28 pour le béton. Les essais mécaniques effectués pour la compression, c'est des tests cylindriques, et la traction par flexion, c'est des cubiques de 14-14-52 et 4-4-16 pour les mortiers.
Les résultats obtenus pour la résistance mécanique du matériau stabilisé solidifié, au premier lieu, il répond à la norme exigée, donc 1 mégapascal. On remarque que la norme elle est bien respectée, elle dépasse 1 mégapascal. Deuxième point, on enregistre une limite de résistance pour les mortiers à 50 mégapascal et pour les bétons à 37 mégapascal. Et une chute de la résistance des matériaux qui présentent des déchets. Ça veut dire la présence, là où il y a les déchets, on remarque qu'il y a une diminution de la résistance. Cette diminution peut être attribuée à l'aspect qualitatif et quantitatif du déchet, c'est-à-dire la réaction pozzolanique de ce déchet, il n'est pas la même avec celle du ciment. Il a une faible réaction pozzolanique. Deuxième, c'est la quantité de ciment disponible pour l'hydratation et le piégeage des éléments en trace. On peut trouver plus l'excès de déchets par rapport à la quantité de ciment. On trouve des métaux lourds non liés qui peuvent causer diminution de la résistance. En plus, cela peut être bien sûr attribué à la quantité de déchets présente. Elle peut absorber une quantité d'eau destinée pour l'hydratation. Donc on trouve des grains de ciment non hydratés. La quantité qui devait hydrater le ciment, elle a été absorbée par le déchet. Donc on peut trouver des grains anhydres qui peuvent bien sûr causer une diminution de la résistance. Et cela est confirmé par les analyses ATG, DTG effectuées pour les bétons et les mortiers. Pourquoi la chute de résistance? Donc la chute de résistance, on a dit, comme on l'a dit au départ, donc on peut l'expliquer par le remplacement ou la substitution dans la structure de la portlandite, le CaOH peut être remplacé par le PbOH ou le ZnOH. C'est des éléments qu'on a trouvés dans le déchet. On peut encore expliquer par la substitution dans la structure de l'étringite. Le 3CaSO4 peut être substitué par 3CrSO4, le chrome. Substitution dans la structure de CSH, le chrome peut substituer le SiO4 dans les CSH. Encore, une autre explication peut être attribuée, puisque le nickel présente des charges négatives, ainsi que le CSH présente une grande surface, les cations se fixent sur la surface extérieure de CSH. Donc le CSH, il n'a plus la forme habituelle, il a une nouvelle forme qui peut intervenir dans la diminution de la résistance. L'analyse des échantillons sélectionnés montre que la présence de la portlandite, ça veut dire il y a eu de l'hydratation et la formation de l'étringite aussi. C'est un résultat de réaction. Aussi, on a des grains de ciment qui sont anhydres. Ça veut dire qu'il y a des quantités de ciment qui n'est pas hydraté. Donc, il le confirme par l'analyse de la DRX. D'autres phases ils sont formées. En plus de ça, il y a d'autres phases qui sont formées. Par exemple, le Zn, c'est pas clair, il y a le Zn, le Pb qui donne une phase. Il y a une réaction qui montre qu'il y a une réaction avec le ciment, les grains de ciment. Et c'est formé d'autres phases, bien sûr, à base de zinc et de nickel. L'analyse à l'infrarouge vient de renforcer ou compléter les résultats obtenus en étudiant les ondes de liaison. C'est pour confirmer les ondes, par exemple le CSH à 1018. Donc on le remarque dans toutes les analyses effectuées pour nos échantillons. Donc ces remarques confirment ce que la DRX a révélé. Pour le retrait et le gonflement, commençons par le retrait. On a constaté que dans deux lits de formation, mortier ou béton, le matériau avec déchets présente un retrait faible par rapport au matériau sain. Donc il diminue, le déchet diminue le retrait. Au-delà de 28 jours, on a un palier stable, donc il n'y a pas de continuité dans le retrait. Donc la présence des déchets
diminue la réactivité du ciment anhydre, induit la formation de gros pores capillaires, engendre des faibles dépressions capillaires. Pour la formulation des mortiers aussi, la présence des fibres dans le mortier augmente le taux de retrait. Le déchet diminue le retrait et les fibres augmentent le taux de retrait. Donc le pourcentage ou le dosage des fibres est important, plus on enregistre un taux élevé de retrait. Plus le pourcentage est augmenté, plus le retrait augmente. On remarque à 10%, le seuil, on l'a fixé à 10%, le dosage ici, il est fixé à 10%, donc il donne un retrait inférieur au retrait du mortier témoin, donc un retrait moins important par rapport au retrait de la matrice témoin. Donc c'est pour cela qu'on a intégré les fibres qui jouent un rôle de stabilisateur. Pour le gonflement, donc on a remarqué quelle que soit la formulation, soit le béton, soit le mortier, on n'a pas d'influence concernant la composition. Le gravier et le sable n'interviennent pas dans le phénomène de gonflement. Par contre, ici on remarque particulièrement les matériaux contenant du déchet présentent un gonflement important. Ceci peut expliquer comme suit. La quantité de déchets ajoutés dans la composition empêche l'hydratation complète du ciment et contribue à l'augmentation de la porosité du matériau après son durcissement. La réaction chimique causée par le contact de cet arrosa avec l'eau en présence du gypse forme des aiguilles de l'hydrate de sulfoaluminate, l'éthringite, qui provoque un gonflement. L'augmentation du pourcentage des fibres au-delà de 10% du matériau induit une diminution de gonflement. Donc les fibres diminuent le gonflement. Il augmente le retrait et diminue le gonflement, bien sûr cela en présence bien sûr de l'eau. Alors c'est pour cela que le test de l'exivation est inévitable, puisqu'il y a un gonflement, donc il y a un risque de relargage. Le test de l'exivation est inévitable. Le test de l'exivation TLM effectué pour le béton révèle que dans les cas les 4 milieux étudiés, sulfate, acide, neutre et basique, donc on remarque qu'il y a un relargage diffusionnel d'une courbe béton de moins 0,5. Il est traduit par la contribution importante de la surface extérieure du monolithique. C'est les métaux qui se trouvent à l'extérieur du bloc. Ce relargage diminue au fur et à mesure. Donc, l'essai Raplan est fait 64 jours. Et à 64e jour, on a remarqué que l'épuisement ou la diminution du relargage, cela peut s'expliquer par les métaux lourds restés en surface ont été lixiviés vers l'extérieur. C'est le phénomène de lessivage. La même chose pour les mortiers. Et on a remarqué que le taux relargué dans le milieu sulfaté est plus important par rapport à d'autres milieux étudiés. Ceci est dû à la force ionique élevée de la solution sulfatée par rapport à d'autres solutions. Lorsque les blocs sont en contact avec les solutions sulfatées, plusieurs phénomènes peuvent se produire. Il y a la dissolution de la portlandite, donc il y a une augmentation du volume du vide. Il y a les sulfates qui pénètrent à l'intérieur du matériau. Une fois que les surfaces sont pénétrées, donc il y a dissolution des phases de ciment hydraté. Et on peut trouver des grains anhydres non hydratés. Ces réactions génèrent des précipitations de l'éthringite et le gypse, induisent l'apparition des pressions, cristallisation, aiguilles d'éthringite qui sont responsables du gonflement du matériau. Cependant, la détérioration du mortier était plus importante par rapport à celle du béton. Pourquoi? Parce qu'on a le béton qui est constitué de gros grains, le gravier. Ces graviers-là
peuvent ralentir la diffusion des sulfates vers l'intérieur des matériaux. Et ils jouent le rôle d'un écran qui donne plus de durée de vie pour le béton que le mortier. Les faibles quantités enregistrées lors de l'ECTLM, relarguées bien sûr, pendant 64 jours, qui est l'équivalent de 96 ans de relargage en pratique, sont données dans le tableau suivant. Alors, on remarque pour les métaux lourds sont immobilisés mieux dans le cas des bétons que les mortiers, et ce, dans tous les milieux d'études, soit sulfatés, acides, neutres ou basiques. L'utilisation de la technique MEB-EDAX nous révèle, après ECTLM, bien sûr, on a pris l'échantillon après l'essai, on a fait passer aux essais DRX et le DAX. On a trouvé qu'il y a présence des métaux lourds. Ça veut dire, après le relargage, on a trouvé des métaux lourds à l'intérieur de la matrice, ce qui explique que ces métaux-là, une quantité de ces métaux-là a été retenue dans la matrice cimentaire. Ce qui explique par le DAX aussi. Et la présence des métaux lourds dans cette analyse confirme la stabilisation finale. Pour les bétons renforcés par des fibres longues, on a dit au départ, c'est les fibres longues qui jouent un rôle de gros granulats. Donc il faut une certaine ouvrabilité pour adopter ce béton. Donc une série de tests a été effectuée pour déterminer le pourcentage exact et le rapport sable-gravier équivalent. Donc après l'étude, on a constaté que le S sur G, le S sur G égale 0,8 plus 1 est retenu pour l'étude. La résistance mécanique de ce matériau-là révèle que pour une teneur de 0,4%, les copeaux apportent une légère augmentation de la résistance, à peu près 8% par rapport au béton témoin, pour le cas de SG égale 1 et 18% pour le cas de SG égale 0,8. Au-delà, on remarque qu'il y a une chute de résistance en augmentant le pourcentage des fibres. Donc l'ajout des copeaux en faible quantité apporte une légère augmentation de la résistance et de la rigidité. Par conséquent, si on augmente les fibres, on aura toujours la diminution de la résistance. L'incorporation des copeaux augmente de façon considérable la résistance. L'effort de fissuration du béton fibré augmente de 10 à 20% par rapport à celui des bétons témoins. C'est la ductilité. Donc cette augmentation est le résultat de la présence des fibres dans la partie tendue de la section qui permettent ainsi au béton de travailler davantage en traction. Enfin, la présence du copeau dans le béton a introduit une certaine ductilité, donc qui donne une augmentation de la résistance à la déformation et des déformations à la rupture. Pour bien cerner le problème de l'intégration de la fibre à l'intérieur de la matrice et la participation de la fibre ondulée dans la matrice béton, on a essayé de passer à une simulation de l'arrachement de la fibre dans la matrice cimentaire. Donc on a la fibre, on essaie de simuler l'arrachement. Donc pour simuler l'arrachement, on a utilisé le théorème de l'équilibre énergétique. Ce théorème, donc le développement, on a tenu compte du glissement de la fibre matrice, parce que c'est une fibre ondulée, on ne sait pas le comportement réel avec le béton, donc il y a les ondulations, ils sont tenus compte, et la plastification aussi de l'acier à l'intérieur de la matrice. Une autre solution pour la contrainte d'adhérence, ce n'est pas la même avec une fibre rectiligne. Donc on a essayé de donner une contrainte d'adhérence spécifique à la fibre biondulée, taux U en fonction de l'ancrage. Et une fois qu'on a rassemblé ces paramètres, on les a injectés dans une contrainte, relation contrainte déformation en traction pour les bétons de fibre donnés. Donc le bilan des forces extérieures est égal aux forces de déformation. Après le développement,
on a le premier développement suivant. Donc, en intégrant la contrainte tangentielle spécifique à la fibre ondulée, un paramètre qui a relation avec, nous, on a proposé un mu, donc spécifique à la fibre ondulée, avec les ondulations, donc la période delta sur 2 et le déplacement relatif des aspérités pendant le déplacement de la fibre. On a conduit les calculs jusqu'à trouver une valeur moyenne mu' égale 0,4 dans la courbe suivante. Cette valeur, elle est injectée dans l'équation qu'on a trouvée au départ. En plus, pour trouver l'effort de l'arrachement, on doit intégrer l'équation trouvée sur le long de la fibre ancrée. On obtient la formule suivante. Pour tenir compte aussi de l'orientation, sachant que l'orientation, l'injection des fibres, il est aléatoire dans la matrice, on n'a pas un choix préférentiel, donc elle peut prendre n'importe quelle direction dans la matrice. Alors, donc, on a essayé de donner une orientation moyenne en utilisant le calcul statistique qui a donné un coefficient nu qui est égal à 1,2. Ce coefficient, on va l'injecter dans l'équation de départ qui va tenir compte de l'orientation, de l'ancrage ou l'adhérence fibre-matrice. Et le CC', c'est les courbures après intégration de la forme de la fibre. Confrontation des résultats. Donc les résultats obtenus, ils sont confrontés à des essais qu'on a effectués. Au départ, on a un béton témoin. On remarque qu'il y a 2 paliers. Donc la rupture de béton témoin, elle est brusque. Pour les bétons renforcés de fibres, soit 0,6, soit 0,8%, ils ont l'allure que la résistance continue. Ça veut dire que les fibres donnent une certaine ductilité à long terme. Il n'y a pas une rupture brusque. Et en bleu, c'est la simulation numérique qui donne à peu près presque la même allure. Donc ici, la première phase correspond à une phase linéaire quasi élastique. La deuxième phase présente une chute de résistance continue qui correspond au décollement. L'observation justifie que le fait qu'au début de l'arrachement, il faut développer un effort normal élevé, d'où un moment de plastification faible. À la fin, c'est le contraire, donc un effort normal faible et un moment de plastification élevé, d'où une énergie plastique dominante et des plateaux plus marqués sur la courbe. Pour caractériser la fibre, une série d'essais a été effectuée pour les longueurs 40, 50 et 60 et donne une résistance TU, la contrainte tangentielle due au frottement qui est égale à 7,92 mégapascal. Cette valeur est prise en compte dans une relation contrainte-déformation qui caractérise le comportement des fibres ondulées. À la fin, une loi a été proposée et modifiée pour les fibres adaptées pour les fibres biondulées en injectant le coefficient 0,8 et 7 spécifiques aux fibres biondulées. Ces valeurs-là, ils sont obtenues par calage des courbes. À la fin, une fois qu'on a ce modèle, on va l'introduire dans un logiciel de calcul CMP, c'est un logiciel de calcul non linéaire jusqu'à rupture d'une section de poutre. Les essais effectués, c'est des essais sur une forme d'éprouvette en altère. C'est des éprouvettes qui font 90 mm² et une longueur utile de 100 mm, avec un dosage de fibre 0,4% et S sur G 0,8. Les courbes obtenues présentent une phase avant rupture élastique linéaire et une chute brutale d'effort se présente après rupture du composite avec une résistance résiduelle qui se maintient dans la phase finale à partir d'une déformation de 30 pour 1000. On peut conclure qu'au-delà de la fissuration, le modèle proposé décrit de façon satisfaisante le comportement du béton armé de fibres. Pour conclure,
À travers cette étude, un ensemble de conclusions a été tiré. On cite essentiellement les résultats de la caractérisation des déchets industriels révèlent que ce déchet riche en métaux lourds donc nécessite sa stabilisation. La résistance mécanique aussi pour le procédé stabilisé solidifié répond largement à la norme. Il apparaît que les matériaux avec déchets ont des résistances faibles et sont confirmés par les résultats de l'analyse ATG. L'analyse des risques aussi on permet d'identifier les phases principales issues donc, de la phase de l'hydratation et qui confirme que les métaux lourds sont bien stabilisés. L'immersion des matériaux dans le gonflement ou dans l'eau qui provoque un gonflement peut provoquer une libération des métaux lourds qui a donné nécessité à exécuter l'essai TLM dans les milieux étudiés sulfatés, neutres, basiques et acides. Donc on a révélé que le milieu sulfaté prime pour tous les milieux. Les essais de compression simples effectués sur les bétons renforcés de fibres, copeaux, ont permis de mettre en évidence que le comportement mécanique des composites est fortement influencé par la fraction volumique des fibres. À faible pourcentage, le copeau ponte les fissures et reprennent les efforts à travers les macro-fissures. À teneur élevée, la réduction de la compacité de béton entraîne une diminution de la résistance à la traction. Les plus grandes résistances à la traction par flexion est obtenue avec le béton rapport S sur G égale 1 renforcé de 0,8% pour les fibres. Les objectifs assignés à cette étude nous semblent atteints. Néanmoins, pour continuer dans le même sens de cette étude, il est souhaitable de concevoir les mécanismes de rétention des métaux lourds contenus dans les boues d'hydroxyde en présence des fibres métalliques. Je vous en réponds, Monsieur le Président. Merci.